dans la peau. Daniel Vouillamo, comédien. On va commencer par une petite expérience. D'accord ? Vas-y. Tu fermes les yeux et puis tu te plonges dans ton enfance. Imagine, tu es dans ton lit, tu es dans ta chambre, tu ouvres les yeux et tu vas arriver à ton premier jour d'école. Le premier truc, ta chambre, elle est comment ? Alors, je peux rouvrir les yeux, là? C'est comme tu veux. Non, je vais essayer de fermer les yeux, de rester comme ça. Non, essaie de... Ouais, restons concentrés. Oui. Alors, je te dirais franchement que je ne m'en souviens pas du tout. Tout ça pour ça. Ouais. Même pas une petite odeur ? Non, rien du tout. Non. Je sais pas, le matin, tu arrives à la cuisine, il y a des tartines, c'est du chocolat. Ah oui, alors il y a une chose de spécifique à mon enfance, c'est qu'il y avait du café au lait. C'est très malsain, mais je pense que ça m'a constitué physiquement. Tu veux dire que dès ton plus jeune âge, tu étais déjà au café au lait ? Voilà, et j'ai mis quelques années à m'en défaire pour arriver au café sucré, et après j'ai arrêté le sucre. C'était une rude épreuve. Et après, j'ouvre les yeux et j'arrive dans le café. C'est absolument inintéressant, mais... Ton premier jour d'école, il faisait beau, mauvais. Alors, est-ce que tu as un souvenir ? Non, j'ai le souvenir de mon petit camarade qui était à côté de moi, qui s'appelait Frédéric Menzi, qui était on a partagé, en fait, parce que c'était l'école enfantine, et tous les élèves partageaient en fait une petite table, un petit pupitre. On était 2 par pupitre. Et donc, il y a une personne un petit garçon comme moi, qui s'est assis à côté de moi. Il était tout roux, avec des cheveux en brosse. Et il avait, je crois, déjà des petites lunettes. Et c'est devenu mon ami. Et ça, c'est une chose qui a été un peu... Après, dans toute ma vie, j'ai toujours eu des amis pétés de thunes. Je te jure. T'es en train de me dire qu'il était blindé, c'est ça ? Il était blindé, il avait 2 parents qui étaient des gens brillantissimes, des scientifiques de haut vol. Monsieur, le papa, était un chimiste qui travaillait à Battelle, il s'occupait surtout de la poudre de chocolat pour Nestlé. Il nous faisait découvrir en fait les différents essais. Ça n'avait aucune prise sur toi vu que toi tu étais plutôt au café. Voilà, au café au lait. Et puis sa maman était biologiste. Je me souviens très bien qu'elle faisait des expériences sur les rats et les souris. Donc alors si tu parles d'odeur, je pense que là je me souviens bien de l'odeur de son laboratoire avec des rats et des souris. Et alors le truc, c'est que... Parce que tout petit, vous alliez dans ce laboratoire. Oui, voilà. Moi, C'était où, c'était pas vers Carouge ? Exactement, juste en dessus de Carouge. Ah oui, c'est ça, vers Pinchat, quoi, dans cette direction. Ouais, et puis... en fait, le père, surtout, était un être extraordinairement original. Il était tout petit, parce qu'il c'était je crois qu'il venait d'Argovie. Donc c'était un tout petit Suisse, extrêmement intelligent, qui fumait la pipe. Et qui était passionné de navigation. Et donc il avait à la nautique un superbe 2-mâts en bois. Et presque tous les week-ends, on allait sur son bateau. Et de temps en temps, on allait prendre un petit déjeuner, café croissant, à Nernier, avec son beau 2-mâts. Et donc ça, c'était le début de ma vie sociale. C'était à la nautique. Là, je t'écoute et je me dis, bon, tout ça, tout ce que tu me racontes, c'est pas juste à l'école enfantine. Tu es resté pote avec lui longtemps. Oui, une dizaine d'années. Ah ouais, d'accord, ok. Et tes parents, ils faisaient quoi alors ? Parce que tu m'as beaucoup parlé de ses parents, mais les tiens, ils faisaient quoi ? Alors mes parents sont des gens qui ont vécu le grand saut social d'après-guerde. Donc c'est des gens qui venaient d'un milieu très modeste. Mon père était berger jusqu'à l'âge de 13 ans en dessus de l'Inde. Et c'était un peu le petit génie, m'a-t-on dit, du village, Brignon. C'est un tout petit village qui existe encore maintenant. Et lui, il a tout fait pour fuir la montagne et faire des études. Donc dès qu'il a pu, il a fui la montagne. En faisant semblant d'être intéressé, parce que lui, il voulait faire des études. Donc des études de quoi ? De curé. C'était une des seules façons pour lui de s'en sortir. Il a fait semblant d'aller au petit séminaire de Fribourg pour devenir prêtre.
Il a fait 2-3 mois là-bas. Il a fui après à Genève, où il est devenu radiotélégraphiste et ensuite aiguilleur du ciel. Et ma mère, ses parents étaient boulanger. Mon grand-père était boulanger et il a aussi vécu cet énorme changement social du boulanger artisan qui devient immense promotion, fonctionnaire au CFF. Il faisait les tickets. Il déchirait les billets. Il était contrôleur. Un poinçonneur des lilas. Oui, il était contrôleur. Ouais. Et c'est des gens qui ont vécu ce grand changement que nous, on n'a pas changé. On n'a pas vécu après. Après, tout était extrêmement facile dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc, tu as grandi, tu as fait toute ton enfance ici, à Genève, alors? J'ai fait toute mon enfance, tout mon âge adulte, toute ma vie presque à Genève, jusqu'à il y a récemment où je suis parti à l'île Maurice. Tu étais quel genre d'élève à l'école? Un petit peu turbulent? Non, j'étais un élève extrêmement... J'avais peur du conflit, j'avais peur des autres, et j'étais assez brillant. Donc en fait... Mais discret, alors? J'étais plutôt discret, et pour moi, si tu veux, le système de la scolarité à Genève correspondait assez bien à mes structures mentales, ce qui fait que j'apprenais extrêmement vite. J'étais toujours premier de classe, quoi, en faisant 10 minutes. Et ça t'a pas valu de problème? T'as pas été harcelé? Non, pas du tout. Comment? Par contre, j'ai regretté une chose, c'est que j'ai jamais eu de retenue du jeudi, comme on disait à l'époque. J'aurais bien vécu cette expérience, mais parce que j'étais un élève sage, quoi. Et en plus brillant, et voilà. À ton regard, on dirait que c'était une vie monotone. Non, pas du tout. C'était une vie très facile et sympa. Ok. Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir une enfance très chouette, avec des bons amis. Des frères, des sœurs, non? Oui, 2 frères et une sœur. On avait tous à peu près le même âge. Ma mère a beaucoup travaillé. Ouais. Okay. Tous arrivaient presque à la suite les uns des autres. Et donc c'était alors voilà, comme toutes les familles sont toutes folles. Il y a une sorte de disposition dans la structure familiale, dans la cellule familiale, pour générer une névrose assez lourde. Je croyais que notre famille était folle. Et je me suis rendu compte que toutes les familles, par définition, sont folles. C'est une folie... J'ai de la peine à cerner. C'est une joyeuse folie ou bien t'étais carrément anxieux? Non, c'est une famille... si tu veux, moi, je suis arrivé le 3e dans la fratrie. Donc, très vite, mes frères avaient déjà constitué une micro-société. Et je me souviens très bien du jour où je les ai vus. Je voulais jouer avec eux et ils ont couru pour me laisser en plan, quoi. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à bouquiner. En fait, je suis devenu un intello. À 10 ans, tu voulais faire quoi? À 10 ans, je voulais être curé. Entre 10 et 12 ans, j'étais servant de messe. J'ai eu une période incroyablement, ce qu'on appelle pieuse. Ouais. Je lisais des vies de saints. Je me couchais le soir en espérant voir apparaître la Vierge Marie dans un coin de ma chambre. Je faisais des chapelets. J'essayais d'être parfait dans tout ce que je faisais. J'allais à la messe. Je me levais le matin avant d'aller à l'école. J'allais à 6 heures servir une messe pour 3 bigotes dans une petite chapelle à Sainte-Thérèse. C'est quel quartier, ça? C'est Champel. Ok. Et c'était une période extraordinaire, parce que extraordinairement poétique. Est-ce que tu écoutais la radio un peu plus tard? Oui, j'ai toujours écouté la radio. Est-ce qu'il y a un morceau, un titre qui te rappelle cette période là, qui passait tout le temps à la radio, ce qu'on appelait un tube? Alors, il y a des tas de tubes, bien sûr, qui passaient. Il y avait Clo-Clo, bien entendu. Mais je me souviens, si tu veux, je me souviens d'une soirée incroyable, parce que j'avais un tout petit transistor, mais qui devait faire l'équivalent presque. C'est à peine une grosse boîte d'allumettes. Oui, ils sont de poche comme ça, voilà. Vachement pratique. Et je me couchais le soir et j'écoutais ça. Et je me souviens de Pierre Perret qui passait à l'Olympia. Et je m'étais endormi en écoutant ça. D'accord. Ouais. Et je me souviens bien de ça. Pour le reste, bien sûr, il y avait... Tu savais tout sur le zizi, du coup? Non, hélas pas. J'aurais bien aimé à l'époque, tu penses bien. Non, Pierre Perret. Oui, je sais bien. Okay, mais quand on a la connaissance de ces choses magiques, je pense qu'on aimerait toujours en savoir plus que ce qu'on sait. Et la télé, je sais pas, t'avais un héros favori? C'est-à-dire que mes parents m'interdisaient... non, la télévision...
comme je suis né quand même il y a longtemps, hein, c'est en 56, donc la télévision commençait à arriver dans les foyers. Et imagine-toi que le mercredi, la plupart des enfants de la maison, on était à Saint-Jean, dans ce grand bâtiment blanc qui fait 12 étages, au devin du village, et il y avait une personne, c'était une famille anglaise qui avait une télévision, noir-blanc bien entendu, et le mercredi à 5 heures, on allait voir le 5 à 6 des jeunes. Et ça commençait par, bien sûr, le jingle de l'ORTF. Et on était 5, 6, 10 petits enfants, garçons et filles, à regarder cette télévision. Il y avait Thierry Lafronde, Ivanhoé et compagnie. Ouais, Thierry Lafronde, ça a duré longtemps, parce que ça me parle un peu dans mes souvenirs. Ouais. Et c'était ma première découverte de la télévision. Et par contre, je me souviens de mon premier film, c'était dans la petite bibliothèque, je crois, qui existe encore à Saint-Jean. Et je me souviens même du premier film que j'ai vu, c'était projeté par un projecteur, c'était Crin Blanc. Crin Blanc, c'est l'histoire d'un petit cheval en Camargue. Un petit cheval blanc qui a une histoire avec un petit garçon, une petite fille, je ne sais plus. Et je me souviens que j'avais trouvé ça absolument extraordinaire, mais on était encore loin carrément du cinéma, c'était projeté en Super 16, t'imagines, avec le bruit derrière. Oui, ouais. Et puis même la petite odeur des fois du moteur qui cramait un peu comme ça, ou du projet. À quel âge tu crois plus au Père Noël, si tant est que tu y as cru? Ah, moi j'y ai jamais cru. Ah ouais, carrément. Bah, ça, c'est ton côté curé, non? Non, alors ça a à voir avec ça. Non, je trouvais non, j'y ai jamais cru. Peut-être que j'ai pas eu des Pères Noël suffisamment crédibles. Il n'y avait pas de cadeaux de Noël à la maison? Oui, il y avait toujours. Le sapin? Ah, il y avait le sapin, il y avait les bougies, les vraies bougies qui cramaient. Mais bon, je pense qu'il y avait surtout la crèche. Il y avait la crèche, il y avait tout ça. Non, mais non, Père Noël, non. Par contre, je sais qu'à 12 ans, tu sais, normalement, dans l'évolution du cerveau, vers 11-12 ans, les carottes sont cuites, quoi. C'est-à-dire que le cerveau, il est constitué, et après, il va évoluer, bien entendu. Mais c'est en général à 12 ans qu'on devient intelligent. Et c'est là que j'ai compris, c'était la fin de ma période pieuse. Je me suis intéressé véritablement aux évangiles, et puis j'ai vu qu'il n'y en avait aucun qui racontait la même chose, et puis j'ai commencé à trouver que tout était véritablement problématique. Donc j'ai eu une discussion avec un des curés, et puis ses réponses ne m'ont pas convaincu, et depuis ce temps-là, j'ai compris qu'il y avait d'autres sujets plus intéressants que l'existence de ce Dieu, de cette Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. T'as quand même continué à être un bon étudiant? J'ai toujours, j'ai de la chance, j'ai un cerveau qui fonctionne. Donc tu as fait le collège, université? J'ai fait la Matu, ensuite comme j'étais doué pour le dessin et la peinture, je voulais faire les beaux-arts, mais d'abord j'ai fait les lettres. J'ai toujours fait 3 semestres, le temps de comprendre que c'est pas ce que je voulais, donc j'ai fait 3 semestres de lettres, ensuite 3 semestres de beaux-arts. Ouais. Après, j'ai fait 1 année et demie de cheval et d'aïkido, et en faisant des portraits dans les familles friquées. Et ensuite, j'ai rien fait du tout pendant 1 année, et après, j'ai découvert le théâtre. J'ai vu quelque part sur Internet. Jusqu'à là, pour le jeune étudiant nanti, le théâtre, c'était ringard. Oh oui. Quand je voyais mes amis sortir de scène, je te cite, avec leurs costumes genre les précieuses ridicules, j'avais honte pour eux. Oui, oui. Je trouvais ça mais tellement vieillot. C'est toi le jeune étudiant nanti? Ouais. Oui, parce que imagine-toi que quand j'ai fait ma matu, j'ai tout de suite pu travailler. C'est-à-dire que j'ai tout de suite remplacé dans toutes les branches. Les écoles. Cycles et collèges, y compris des branches où je connaissais rien. Ah ils étaient cool à l'époque. Alors. Ah oui, ils avaient besoin. Il y avait c'était les 30 glorieuses, bien nommées. Et j'ai tout de suite gagné bien ma vie, comme ça, sans faire exprès, quoi. Ouais. Apparemment, tu as fait du piano. Oui, de 12 à 18 ans, comme un fou. Ah, donc ça a suivi la période. Un peu sur le tard, 12-18. Ouais. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de facilité. Conservatoire, et conservatoire populaire. Après, justement, j'arrivais dans ces zones 17-18 ans. Ma prof, qui était Madame Goudibert, mais dont j'étais tombé amoureux, c'est pour ça que j'ai fait du piano. Je te jure, j'ai fait un transfert. Elle était formidable. Et, tu peux me la décrire?
Elle était très très belle. Ouais, C'est-à-dire ouais. Mais écoute, j'étais petit, moi tu vois, j'avais 12 ans. Justement. J'avais 35, 40. T'as dû l'idéaliser alors. Ah ouais. Les cheveux longs, courts, quelle couleur? Ouais, je me souviens plus. Écoute, elle avait des cheveux longs, bien entendu. Et puis elle fumait pas, parce qu'il y avait des profs de piano qui fumaient beaucoup à l'époque. Ah, la mienne, C'était ouais. épouvantable. La tienne. Et puis, mais tu sais, je l'ai croisée récemment. C'est une vieille dame de plus de 80 ans. Bien entendu, et un certain nombre d'années, et c'était très troublant parce que elle se souvenait très bien de moi. On s'était pas vu depuis, je sais pas, 50, 60 ans, tu vois. Mhm. Et puis elle se souvenait de moi comme justement d'un élève avec énormément de facilité. Est-ce qu'elle avait ressenti l'émoi que tu éprouvais pour elle? Ah, je pense pas, non. J'espère pas pour elle, quoi. Ça se trouve. Non, mais en tout cas, ça a été une rencontre formidable. Ouais. Surtout quand dans l'apprentissage d'un instrument, si ton ou ta professeur peuvent être ce qu'on appelle un mentor, mais dans le mentor, il y a quand même une dimension de transfert, véritablement. Si ça peut être vraiment un guide que tu aimes ou que tu admires, et qui va te donner des clés pour avancer. C'est un moteur. Ouais. C'est un moteur, et puis ça a quasiment la place d'un parent, je trouve. Il y a une proximité très, 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 très dense avec... et affective aussi. Dans la musique classique, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Donc, oui. on est peut-être plus à fleur de peau dans ces moments-là. Oui, et puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, t'en sais assez, pour moi, là, il faudrait que tu passes à vitesse supérieure. Et là, je suis allé travailler 1 an avec monsieur Eduardo Vercelli, qui est décédé il y a longtemps, mais qui était un très grand pédagogue et surtout un très grand pianiste. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement les cours, mais j'ai jamais arrêté le piano. J'ai toujours joué. Même encore aujourd'hui? Ah oui, toujours. Actuellement, ça veut dire que tu... Alors, là, il y a plusieurs trucs. Tu fais toujours des gammes ou tu as 2-3 morceaux fétiches que tu joues tous les jours? Alors, j'ai 4 chansons, parce que je chante en même temps. Je ne pensais pas que c'était possible, mais tout est possible si on veut vraiment. Et ces 4 chansons que je chante à peu près tous les jours en m'accompagnant avec mon propre arrangement, comme une sorte de respiration. Comme une sorte de méditation, et c'est une partie constituante, je dirais, de ma journée. Tu pourrais prendre le piano qui est devant toi, ouais, qui est une grande illusion, mais tu pourrais chanter peut-être juste 10 secondes, 20 secondes, un petit extrait. Ouais, tu te sentirais là? Oui, parce qu'il y en a 4. Ouais. Je dois les connaître. Tu les chantes tous les jours. Je les joue depuis 30 ans. Ouais. Donc, la première, c'est hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps, je jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Et après, il y a... Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? William Scheller. William Scheller. Ouais. Et le dernier, c'est approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire d'un être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. C'est de qui? Ah, Mickey 3D. Ah, ça s'appelle 3D. Respire. Respire. Il faut que tu respires. Oui. Voilà. Et la première que, évidemment, je connais, mais ça ne me revient pas. C'est hier encore de Aznavour. Aznavour, ouais, bien sûr. Alors l'intérêt, c'est que comme j'ai quelques notions d'harmonie, etc., j'ai mis au point véritablement mes arrangements, et c'est des chansons qui font partie de ma vie, quoi. Et malgré tout ça, tu t'orientes dans le théâtre, puisque ton métier de toute la vie, c'est Ouais. comédien. Pourtant, je lis Recalé à l'Essade comme Vincent Pérez. Je sais pas où j'ai vu ça, mais je l'ai vu. C'est vrai, d'abord, est-ce que tu étais avec Vincent Oui, j'étais avec dans Vincent. cette période? Oui, on était dans la même volée. Lui, je sais pas s'il a été recalé, mais tout de suite, il est parti. Beau comme un dieu, doué comme c'est pas possible. Il est parti, il a tout de suite intéressé des gens sur Paris, d'ailleurs. Ouais. Et puis, moi, j'avais fait juste une année de conservatoire. Je me suis dit, ah, purée, ça, c'est le truc pour moi, quoi. Parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là,
je faisais des choses solitaires, parce que la peinture aux Beaux-Arts, c'est quand même solitaire, le piano, c'est solitaire. Et quand c'est solitaire, on n'a pas la secousse de la médiocrité, qu'on a tous aussi. La secousse de la médiocrité, oui, peux-tu décrire ce que c'est? Oui, parce qu'au théâtre, en tout cas moi, ce que je fais, la moitié de ce que je faisais était bien, la moitié de ce que je faisais était vraiment pas bien. Et ça m'a fait un bien immense de rater aussi des choses, de voir que j'ai des choses à améliorer, de voir qu'il y a vraiment du travail à faire, et ça m'a énormément plu. L'autre chose dans le théâtre que j'ai trouvé qui était extraordinaire, c'est que tout s'arrête, tout recommence, tout s'arrête, tout recommence. On fait un spectacle, on le répète, on le joue, c'est déjà 2 métiers différents d'ailleurs, et après, on l'oublie. Et après, on fait autre chose. Et maintenant, je ne sais pas si j'aurai la niaque et le courage de faire ça, mais pendant mes 40 ans de théâtre, je crois qu'à 3 ou 4 mois près, je ne savais jamais ce que j'allais faire après. Et donc, j'ai réussi finalement à bien m'en sortir. J'ai beaucoup travaillé. Et même financièrement, je m'en suis bien sorti. Premier cachet, 5 000 balles. Oui. C'est juste. Mais oui, parce que je suis arrivé au théâtre à peu près dans les jours où Georges Vode, un ancien directeur du théâtre de Carouge, prenait ses fonctions. Donc il était directeur du théâtre de Carouge, et il était aussi prof au conservatoire. Et moi je fais un cours de théâtre, je présente une petite fable de Anouilh, je fais un peu n'importe quoi. Et ce qui était extraordinairement excitant, c'est que ce type, il cherchait des acteurs, des jeunes acteurs. Donc on était tous agglutinés autour de lui à regarder nos petits camarades faire leur tentative. Et puis dès que quelqu'un lui plaisait, il écrivait sur un petit papier un numéro de téléphone, c'était celui de son administrateur, et il faisait passer derrière, vous pouvez donner ça, et tu recevais ton petit papier. Et donc, j'ai fait un cours de théâtre, et la semaine d'après, j'étais au théâtre de Carouge à lever les bras et à me faire prendre des mesures pour mon premier costume dans la Locandiera. Ah, Locandiera, c'est pas n'importe quelle pièce en plus. C'est festif en plus comme pièce, elle est drôle, elle est magnifique. Oui. Et puis j'avais trouvé ça avec un metteur en scène qui s'appelait Claude Santelli, qui était un proche de Georges Vode, qui avait fait beaucoup de téléfilms, et avec François Germont, et avec je me souviens plus même c'était une Française bien entendu qui faisait la Locandiera, et j'ai fait les accessoires tout de suite, et en fait c'était sur le tas comme ça, hop. Tu fais un cours de théâtre, et la semaine d'après t'es sur un des plus grands plateaux de Suisse romande, bien payé. Mais quel bol! Mais quel bol! Okay. Mais je me suis dit, mais le théâtre, c'est formidable. Oui, bah évidemment, quand tu commences comme ça, c'est mieux que les jeunes qui se sont lancés en 2019. Hein. Mais c'est terriblement dur maintenant, parce que maintenant, pour être agréé comme acteur, être légitimé, il faut véritablement faire une haute école. Tous les artistes aujourd'hui, dans cette société néolibérale, ils doivent justifier d'une entrée dans le système par une haute école. L'artiste doit avoir un diplôme d'une haute école. Oui, mais c'est pas très équitable. Si un jeune qui vient d'une famille modeste ne peut pas se permettre de faire autre chose qu'un apprentissage, alors il n'a pas le droit d'être artiste comédien. Tu peux toujours tout essayer. Il faut enfoncer les portes quand même. Mais maintenant, si tu veux travailler et être engagé dans des... c'est plus dur aujourd'hui, tu es en train de me dire. Oui, c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment beaucoup plus dur. Désolé les jeunes. Mais il n'empêche que... Moi, je me disais, quand sont arrivées les grandes écoles, les hautes écoles de théâtre, quand est arrivée la manufacture, et pour les autres arts, c'est bien sûr la même chose, comédien, et je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde doit pouvoir le faire, parce que, je veux dire, c'est comme pute. Pute, si tout le monde doit pouvoir faire pute, et parce qu'il y a un côté quand même un petit peu mercenaire, je le dis à dessein. Et Édouard Baird en parle. J'étais surpris de voir qu'il disait à peu près la même chose. Mais c'est vrai que tout le monde doit pouvoir faire ça. Et dans le landerneau des acteurs ici, il y a pas mal d'acteurs de ma génération ou un peu plus jeune qui n'ont pas fait une seconde de cours de théâtre. Pour ne citer que lui, Laurent Désus. Il a fait le collège et puis... Bon, il y a certains profs au collège aussi qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Hein. Oui. Non mais bon, voilà, tout ça pour dire que
Ça fait bizarre que l'art doive justifier d'un... Oui, je suis assez sidéré. Ouais, Ça me plaît pas, en fait. Ça me plaît voilà, pas. mais c'est comme ça, c'est la dureté de la vie aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu dur. Donc, cette personne a beaucoup compté comme toi, mais pour toi, pardon, mais Raoul Pastor aussi, il a beaucoup compté. Oui, parce qu'il est venu me chercher. Alors, c'est très absurde. Hein, parce que j'étais aux Beaux-Arts, je présentais ce qu'on appelle un jury. Enfin, c'est des œuvres qu'on présente devant des jurés d'un jury qui vont vous donner une note plus ou moins solide pour continuer ou pas. Et Raoul Pastor est venu me chercher aux Beaux-Arts en me disant: Daniel, je sais que tu joues du piano, est-ce que tu viendrais pas m'accompagner? Donc il vient aux Beaux-Arts me chercher pour faire du piano dans son premier spectacle à Verrier, qui s'appelait, le très joliment nommé, le show est froid. D'accord. Le show est froid. S-H-O. C'était un montage de textes avec Edgar Poe, avec Maurice Vian, etc. Et moi, je faisais une ou deux chansons, j'accompagnais, etc. Et c'est là que il m'a demandé de faire un petit texte de Boris Vian. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré faire ça. Et donc, j'ai voulu faire du théâtre. Mais il m'a dit, non, Daniel, toi, t'es marrant hein, dans la vie, tu t'exprimes bien, t'es sympa, etc. Mais le théâtre, c'est pas pour toi. Mais j'ai quand même... il s'est foutu de ma gueule pendant de nombreuses années. Puis après, on a joué ensemble. Quoi. Persévérant, de la chance, mais de la persévérance aussi. Ouais. Un bouquin qui t'a vraiment fait rire? Ah, alors il y en a un. J'ai tellement ri que j'arrivais plus à lire. C'est-à-dire, les larmes. Et c'est un bouquin qui a été important dans ma vie, c'est Gros câlin de Émile Ajar, donc pseudo Romain Gary. Ouais. Je partais en Espagne justement quand j'étais aux Beaux-Arts pour draguer une copine. Donc c'était pendant l'été, je prends le train à Cornavin et juste avant de partir, je dis oulala, le trajet va être assez long, je vais chercher un petit bouquin dans un kiosque et je tombe sur Gros câlin parce qu'il y avait La Four. C'était très joli, c'est un dessin de Follon. Ça ne dit peut-être plus rien. Non, je trouverais, je le mettrais sur la vidéo. C'était très joli. Et à tout hasard, j'achète ce bouquin. Okay. Et dans le train, je commence à lire et je hurle de rire et je me roule par terre. Et je dois m'essuyer les yeux pour arriver à continuer à lire la suite. Tu me l'as vendu ce livre, il va falloir que je le trouve. On le trouve, il est chez Folio. Hein. Oui, je l'ai trouvé. Et imagine, alors c'est une formule chez moi, imagine-toi, mais c'est vrai. Ce bouquin, c'est quand Monsieur Romain Gary a décidé d'écrire différemment de ce qu'il écrivait jusqu'à ce moment-là. Il avait déjà eu le prix Goncourt. Il écrit Gros câlin d'une autre manière. Véritablement, c'est un style formidablement drôle, extraordinairement inventif, avec des collisions de sens, mais hilarant. Et ce bouquin, normalement, il devait concourir pour le Goncourt. Mais certains jurés du Goncourt se sont méfiés en disant « Ah, ça sent quand même le vieux briscard qui essaye de... » Voilà. Il sentait qu'il y avait anguille sous roche. Donc il n'a pas eu le Goncourt. L'année d'après, il a sorti, toujours sous le nom d'Émile Ajar, qui n'existait pas à ce moment-là, il a sorti La vie devant soi, Goncourt. Et Romain Gary est ainsi le seul écrivain français à avoir eu droit 2 fois au Goncourt, ce qui est totalement interdit. Ah ouais. Et c'est un... Et toi, tu as couru après pour en faire une adaptation théâtrale, c'est vrai? Oui. Et c'était pas facile parce que, bon, écrire une adaptation d'un roman, il faut bien sûr obtenir les droits, il faut passer par la SACD, le cas échéant, ou la CUSA. C'est une longue procédure. C'est une longue procédure. Et j'ai mis 6 mois à finalement atteindre Diego Gary, le fils de Romain Gary et de Jane Seberg, en passant bien sûr par la SACD. Et comme je n'avais aucune réponse, j'ai fini par lui envoyer un questionnaire à choix multiples, où ça commençait par vous me les brisez avec vos incessantes demandes, oui, non, on ne sait pas. Ça continuait par oui, elle est quand même pas mal cette adaptation, et à la fin, oui, votre adaptation est formidable, je vous donne tous les droits, etc. Et là, il a mis yes. Il m'a envoyé ça et c'est comme ça que j'ai eu les droits. Encore un coup de bol, mais toujours
Grâce à ta persévérance, en fait. Ouais, puis avec Ouais. un petit peu d'humour et de gentillesse. Théâtre, c'est vraiment ta vie. Mais maintenant, je vais te faire écouter un son et tu vas me dire de quel film il s'agit, puisque tu as été quand même sur certains films. Ça te dit? Mais avec plaisir. J'avais pas trop de charisme, et puis j'avais des petits doigts de fée, alors j'ai fait un guitariste. Tu machine, on dit pas merci. Tu l'as travaillé, cet accent genevois, non? J'ai pas besoin de travailler, j'ai travaillé mon accent, mon accent standard plutôt. Quand j'ai commencé le conservatoire, c'était épouvantable. J'ai C'est quel bossé- film, alors? Quoi? C'est quel film? Ça, c'est les petites vacances à Knock-le-Zout, ouais. Je suis sûr. Ah ben... Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ce qui est marqué. Alors, c'est bizarre, parce que c'est marqué vidéo pirate. Alors... Ah, alors attends, ça c'est peut-être autre chose. Non, non, Attends. ça c'est pour... Des petits mouvements ultra minuscules, hein. Attends. Sur les cordes, je veux dire. Aïe! Un son rock, vraiment. Voilà, ça commence comme ça. Non, je sais ce que c'est. Pour sortir un son rock, vraiment rock, hein. Ah ouais, je sais ce que c'est. Voilà, Il faut un son être Voilà. rock, ça te donne la piste. Ouais. Oui, ça c'est un des deux films que j'ai écrit avec Yves Matet. Ça s'appelle Bob et les Sex Pistaches. C'est ça. Voilà. Et on avait fait des petites capsules vidéo à côté. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce film? Parce que la bande-annonce est cool, hein. En plus, t'as une distribution de malade. Ouais. Le film, il est toujours sur Swissplay, je crois, ou sur le... Il est sur Susplay, justement, parce que Ouais, je l'ai pas ouais. trouvé sur YouTube, mais Ouais. ok. Mais c'est un film avec des grandes réussites et des grands ratages. Ouais. Et avec des moments... là, j'ai quand même pu faire l'Eurovision dans ce film, quand même. Ah bon? Ah, J'ai oui, j'ai moi- pas vu le film, donc je vais pas Oui, te dire oui. grand-chose là-dessus. Mais sans le spolier, parce que... Par contre, je veux bien qu'on parle de la distribution, parce Oui. que ils sont tous là. Ouais, tous, ouais. Vas-y, dis-les. Parce que, alors, évidemment, ça me fait penser aussi à l'ours Mathurin, tous ces trucs-là. Oui, alors il y a toute Les l'équipe gros de... cons, voilà, il y a les gros voilà. cons, ils sont tous dedans, et puis il y a Sybille Blanc, et il y a Murray Crosio, je crois qu'il y a Ah Thierry bah, Meury. T'as croisé Sybille, elle était là tout à l'heure. Ah ouais. À ma place, elle faisait aussi ça. Bah, elle faisait des voix, comme toi. Ah oui, d'accord. Ouais, il y avait, en fait, c'était une idée du producteur de faire de ce film, un film où on a tous les humoristes et les fantaisistes de la, Ah oui, mais de là, la- il y a de tout le monde. l'Ouest, quoi. Ouais, Tout le ouais. monde. Ouais. Laurent Nicolet, Ouais. enfin, tout le monde est là. Attends, Ouais. je vais pas faire mon intello, mais si je fais afficher plus. Ah oui, participation exceptionnelle de Miu Miu. Oui, parce qu'elle avait fait le premier film qu'on avait écrit ensemble avec Mathé, puis qu'il a réalisé, Ouais. bien sûr, moi, j'ai une petite chose, qui était Les petites vacances à Knock-le-Zout. Et Mhm. puis c'est devenu une amie, je pense, de Yves. Donc elle est venue faire une dame avec une grosse choucroute sur la tête, qui apparaît dans un ascenseur, mais qui dit juste bonjour au protagoniste qui a l'air de... Je crois que cette rencontre, c'est quand il est pas en très bon état. Bon, si je trouve le lien, je le mettrai dans les détails de la vidéo. Ah ouais. Puis, Oui. je mettrai déjà ceux que j'ai trouvés sur YouTube, c'est clair. Oui. Je te fais écouter un autre son. Évidemment, on est en direct, donc voilà, pas de technicien. Il est en grève. C'est un technicien français. Oh, pardon, c'est une connerie. J'aime l'odeur de la clope dans le fond de la gorge en feu, le matin à jeun. J'aime que mon corps sente la clope. Ça donne pas envie, hein, comme ça. Mais Oui. Ah oui. Alors, c'est quoi ce délire? Alors, non, depuis une quinzaine d'années, voire plus. Enfin, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit des chroniques, des petits textes, des pièces, enfin, des tas de choses. Et pendant le Covid, c'est François Roch qui m'avait demandé de me mettre un petit peu en activité, de faire une petite présentation, un petit truc, histoire de distraire les gens dans leur chaumière confinée. Et je m'étais enregistré ce texte que j'avais écrit sur un fou de la cigarette. Et j'avais enregistré ça dans mon garage, en fait, avec mon iPhone, bien entendu. Et avec je me suis descendu un paquet de clopes pour faire juste ces 2 minutes de vidéo sur ce type qui avait une voix. Voilà, je fume et je revendique.
Alors c'est marrant parce que ce texte, il va continuer à exister parce que je prépare un spectacle avec Nouchine Schopfer, ma compagne, qui est pianiste. Et c'est un texte qui va apparaître dans un spectacle qu'on va faire en duo dans l'océan Indien, à l'île Maurice et à La Réunion, puis qu'on viendra après présenter ici en Suisse. C'est un bel endroit pour faire ça. Oui, surtout dans la salle du Codan, qui est une des plus grandes salles de l'océan. Ouais. Ton actualité, c'est quoi en ce moment justement? Alors là, tu viens de l'aborder déjà, mais est-ce que tu as encore des projets qui vont arriver à moyen, court terme? Oui. Quand on a décidé avec ma chère et tendre compagne de partir pour l'île Maurice, c'était il y a 2 ans, on pensait qu'on travaillerait moins, on prendrait un peu le temps de profiter de la vie comme ça. Et en fait, depuis qu'on est là-bas, on n'a jamais autant travaillé, mais c'est dans un cadre magnifique. Et c'est des activités qui sont extrêmement agréables. La formule, c'est notre créativité a été boostée, mais c'est vrai. On est sans arrêt à travailler sur des projets et à travailler aussi sur des spectacles. Tu aimes bien allier musique et texte, en fait. Oui. Parce que là, récemment, tu étais sur un auteur argentin. Oui, sur Astor Piazzolla. Ouais. C'est-à-dire que quand on est à l'île Maurice, on a fait un essai qui a donné un très joli spectacle qui a vraiment plu là-bas. Et je pense qu'on a trouvé une formule qui est humainement et artistiquement très, très efficace et très agréable, qui a du sens aujourd'hui. C'est la musique classique, mais pas commentée, je dirais environnée par une voix, la mienne en l'occurrence, qui parle du compositeur. Et le premier essai qu'on a fait, et qui a été un essai réussi, au-delà de nos espérances, c'était Schubert. Donc j'ai proposé, plutôt que de faire une fiche Wikipédia, de parler au nom de Schubert. Et je commence comme ça. Bonsoir à tous, je m'appelle Franz. Je regarde le plafond, et je suis dans le lit de mon frère, et je raconte en fait les 2 dernières années de la vie de Schubert, et ça alterne avec des morceaux magnifiques et avec des éléments de la vie de Schubert, mais c'est des petites interventions qui permettent en fait aux gens qui ne connaissent pas la musique classique de la découvrir, et surtout plus de profondeur. Oui, ouais. Et puis surtout un concert de musique classique pure, c'est un morceau, silence, peut-être un applaudissement, mais c'est que de la musique. Et là, après chaque musique, après chaque morceau, et des fois c'est des morceaux plutôt solides, il y a la voix qui intervient. Et donc le cerveau, il va se calmer un moment sur l'attention à la musique, et il va aller ailleurs, et il va découvrir des choses. Et ce que je donne comme élément de commentaire, si tu veux, comme élément que je donne avec ma voix, justement, c'est des éléments totalement anecdotiques et très très simples et très humains, vécus par les compositeurs. On a fait Schubert, Debussy, Astor Piazzolla, on va faire Mozart, Beethoven. Et pour moi, c'est un vrai bonheur parce que je dois bien sûr me documenter énormément pour arriver finalement à extraire quelques minutes par-ci par-là de mon travail. Mais en vivant à Maurice, oui. Tu arrives encore à jouer au théâtre par ici, de temps en temps? Oui, parce que là j'avais un mandat qui précédait mon départ à Maurice, et ce qui tombait bien, c'est que ce mandat, c'était un mandat dans des salles communales et dans des petites salles. Donc voilà, je suis revenu là pendant 2 mois faire quelques représentations entre autres, non, parce qu'il y en a un autre qui s'est graffé dessus, d'une pièce de Esther Rothenberg qui s'appelle Nos Inconséquences, que je joue avec Thierry Piguet et Rebecca Bonvin, et qui parle de une dizaine de personnages, mais il y a 5 petites pièces dans lesquelles une dizaine de personnages vont affronter leurs inconséquences. C'est pour ça que l'affiche, on voit 3 personnages qui font, avec la main sur la bouche, qui font « Oups !» C'est pas ce que j'aurais dû dire. Ouais. J'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû dire ça. C'est un peu le principe. C'est une pièce de théâtre où on va rigoler un peu? On va rigoler. C'est une comédie grinçante, ouais, comme on dit aujourd'hui. Ouais. J'espère qu'ils vont la jouer cet hiver. Même si t'es pas là.
Ou peut-être tu reviens, je Alors, sais pas. non, mais c'est en quoi ton plan? février, on revient. Ah ouais, Ici, ok. ici, on va la refaire encore 3 jours, Mhm. donc le 3-4 octobre, à une petite salle adorable qui se trouve à Villeneuve, qui s'appelle l'Odéon. Mhm. Et le 5, donc samedi qui vient, on sera à l'espace culturel de Gentot à 20h30. Il me reste 3 questions. Oui. La première, de ces 3 dernières, un moment de gêne en public. Pendant que tu interprètes une pièce de théâtre. Est-ce que tu as déjà vécu un Oui. moment, Ouais. un râteau, une honte, un truc gênant? Alors j'ai vécu. Non, mais je vais quand même donner une anecdote où je m'en sors avec un certain panache quand même. Mais quand même. Oh. Non, mais oui. Non, Bon, mais quand parce même, que, à ok. un moment donné, dans la revue, j'ai fait une revue avec Philippe Cohen et Gaspard Beuge. Et j'avais un moment de stand-up où je jouais Dominique Géraud. Et Dominique Géraud, c'était un vigneron en Valais à l'époque qui avait fait de la prison parce qu'il avait bien sûr vendu quelques mélanges hasardeux. Et à un moment donné, dans ce stand-up, j'ai vraiment un blanc. Mais vraiment. Je ne sais plus du tout où je suis. Et là, j'ai été très, très, très gêné. Et j'ai eu un moment de panique qui s'est résolu par un petit moment de clairvoyance. J'ai dit aux gens, j'ai un blanc. Et venant de la part Du personnage vigneron. du personnage vigneron, Ouais, je ça a vois. éclaté, ça fait éclater la salle. Mhm. Et je voyais en coulisses tous mes camarades qui me faisaient des pouces levés en me disant « Ah, bravo, bravo !» Donc voilà, je m'en suis sorti comme ça. Mais jusqu'à ce que je trouve la porte de sortie, ça a été un moment vraiment difficile. Bah, ça arrive à tous les acteurs d'avoir de temps en temps ce genre de choses. Moi, c'est Là, dans ces cas-là, il faut respirer, c'est tout. Et bien apprendre son texte. Mais oui, et puis attendre que ça passe. Oh, voilà. De toute façon, le public, il ne connaît pas la suite. Alors, Ouais, bon, ok. Un grand moment. alors, il y en a 2. La première, c'est dans Gros Câlin, justement, que j'ai adapté. Mhm. Et là, j'avais demandé au metteur en scène, Roberto Salomon, qui avait fait un peu d'acting à New York. Enfin, il avait suivi les cours à l'Actor Studio. Je lui avais demandé de me faire un peu ce que tu m'as demandé de faire tout à l'heure, en fermant les yeux et en essayant de me souvenir de mon enfance. J'avais besoin de 2 moments où je devais pleurer. Mais pleurer, avoir la grosse boule et le sanglot qui vient. Donc, à ne pas fabriquer, plutôt à retenir. Mhm. Avec des vraies larmes, avec un vrai chagrin. Et alors, je lui ai demandé de me faire une séance de ce qu'on appelle de mémoire affective. Donc, on s'assied l'un à côté de l'autre, et donc il ne s'intéresse pas du tout à ce que je vais véritablement vivre. Il me pose des questions par rapport à ce moment où j'ai éclaté en sanglots. Et là, en fait, je me suis souvenu, j'ai fait le chemin pour me souvenir, en fermant les yeux, assis sur cette chaise, de la fois où c'était ma première grande rupture amoureuse, où j'ai amené des croissants à ma copine. C'était au petit déjeuner, et où j'ai éclaté en sanglots en lui disant que je la quittais. Et c'était quelques années auparavant, et il m'a demandé de me souvenir de l'odeur, comme toi tu l'as fait tout à l'heure, de qu'est-ce que je sens autour de moi. Mhm. Il m'a demandé de me lever de la table de la salle à manger, où Ouais. il y avait le petit déjeuner, de contourner ma copine, etc. Et puis, j'ai cherché dans mon imaginaire ce qui se passait, donc je voyais le salon, machin, et j'arrive près de la porte d'entrée de la maison, et là, il y a une petite carpette avec des poils de chien. Et c'est ces poils de chien qui m'ont fait éclater en sanglots, parce que j'avais mis toute la charge du sanglot, la charge du chagrin sur ce chien qui s'appelait Basile. Et après, là je ne vais pas te le faire ici, mais c'est vrai que c'est un truc qui marche encore des fois. Mhm. J'avais juste, par exemple, je prenais un téléphone et je téléphonais à mon amoureuse qui était en plus une pute, je ne savais pas, mais voilà, c'est horrible. Donc je prends mon téléphone et là, il faut que je pleure. Mhm. Et pendant 14 représentations,
je prenais mon téléphone et discrètement je disais Basile. Ah ouais. Et je pleurais. Mais comme une madeleine. Et tout le téléphone, c'était comme ça. Donc, je ne cherchais pas à jouer les pleurs. J'étais dans un état de chagrin épouvantable. C'est ça la différence entre comédien et acteur? Non, je sais pas. Je sais pas non plus. Non, je sais pas. Le truc, c'est que sur une scène de théâtre, il faut pas pleurer. De toute façon, parce que c'est gênant. Il y a une sorte de glissement, de grincement entre la personnalité du personnage, la personnalité de l'acteur, de la personne qui joue. Ouais. Il y a une sorte de chose privée qui est un petit peu... Il faut faire croire qu'on pleure. Sauf que là, j'avais vraiment envie... mais tu retenais et ça correspondait à ton rôle. Ça correspondait à quelque chose de totalement authentique. Et le truc de dingue, c'est que les gens hurlaient de rire. J'ai jamais vécu ça. J'ai eu un dossier de presse monstrueux parce que tu vois, le bouquin m'a fait rire et moi je faisais rire les gens. Et j'ai arrêté après 3 ans. On a joué 3 ans. On a eu des prix partout, etc. Je dis on parce que je me baladais avec Michel Favre qui faisait la régie. J'ai arrêté parce que je supportais plus moi de me mettre dans tous mes états et le public de hurler de rire. Je te jure, j'étais jaloux d'eux. J'en ai eu marre. C'est comme ça que j'ai arrêté. Ok. Et ça c'était la grande... Il y a un truc qui fait flipper dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, par exemple, dans une relation amoureuse, si une femme est amoureuse de toi, comment on peut savoir que tu es vraiment sincère et que tu joues pas la comédie? Mais les acteurs sont toujours sincères et ne mentent jamais. Mais bien sûr. Encore plus que les autres. Encore plus. Ils sont pas menteurs. Ils ne se cachent pas derrière des stratagèmes affectifs. Non, c'est des gens qui ont observé les signes extérieurs de la vraisemblance pour essayer d'être le plus vraisemblable possible. Ça peut servir la vérité comme le mensonge. Mais moi, j'ai eu un problème quand je faisais beaucoup de piano. Je préparais un spectacle pour Paris avec Pascal Bernet, qui est un vieux de la vieille. J'étais allé 3 mois à Paris, j'ai fait des tas de choses, quoi. Voilà. Et préparer une chanson, un récital de chansons, c'est beaucoup de travail. Et surtout, en ce qui me concerne, ça nécessite que je chante en jouant au moins 2000 fois une chanson. Donc pour les voisins, c'est pénible. Et je me souviens très bien que la concierge de l'immeuble dans lequel j'avais le malheur de jouer 2000 fois cette chanson, j'avais croisé dans l'ascenseur, elle m'avait dit vous arrêtez immédiatement. Et je lui avais dit mais écoutez, je lui avais expliqué l'histoire. Elle m'a dit mais je sais que vous n'allez pas le faire parce que vous êtes acteur et vous êtes un menteur. C'est la première fois que j'ai dû vraiment un petit peu argumenter pour lui expliquer que c'était pas le cas. D'accord. Mais moi, je crois que c'est peut-être encore plus facile de voir chez un acteur s'il ment. Pour terminer, est-ce qu'au tout début, quand je t'ai demandé de parler de ton enfance, tu m'as menti? Ah non, alors là, pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai essayé, c'est pour ça que je t'ai dit que j'étais vraiment désolé de ne pas te donner quelque chose de plus pittoresque que ça, mais c'est vrai que mes premiers souvenirs, peut-être heureusement d'ailleurs, ont complètement été effacés, ont été compressés dans une mémoire très 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 archaïque. Merci Daniel. Merci à toi. Un de ces jours. Dans la peau.